propos des protéines. Vous devez lever la main, s'il vous plaît, pour ne pas entendre bien. Les fonctions biologiques des protéines, la classification des protéines selon leur forme, et enfin la hiérarchie de la structure des protéines qui vont être sous forme de structure primaire en premier lieu, structure secondaire, structure tertiaire et structure quaternaire. On va donner ce qu'on appelle un exemple de l'hémoglobine. C'est protéine du sang qui est responsable au transport, ce qu'on appelle gazeux. Comme introduction, les protéines sont les premiers ou les plus importants. Pourquoi? Sont les premiers ou les plus importants parmi les biomolécules, parce que ils présentent, sont les plus abondants et ils présentent plus ou moins la moitié du poids sec des organismes. Les protéines, et les peptides sont formés, on a déjà dit ça, de 20 acides aminés qui ont unis par des liaisons peptidiques, sont les moyens d'expression de l'information génétique. Ça, c'est un petit rappel. Je vais présenter une diapositive qui résume ça. Et il existe ce qu'on appelle plusieurs gènes qui vont coder ce qu'on appelle plusieurs protéines de différentes fonctions. Grosso modo, les différentes fonctions sont subdivisées en deux, fonctions structurales et fonctions enzymatiques. Mais il y a plusieurs fonctions qui abordent ce qu'on appelle les protéines. Bien, ça c'est ce que je vous ai promis. Vous avez ce qu'on appelle au niveau cellulaire, ça c'est la cellule, ça c'est le noyau et ça c'est le cytoplasme ici. Au niveau cellulaire, au niveau de gènes, va s'exprimer pour donner ce qu'on appelle l'ARN messager, va être mature, va subir ce qu'on appelle la maturation pour donner ARN messager ici, ARN pré-messager. Il va passer ce qu'on appelle au niveau de cytoplasme, où il va être traduit pour donner ce qu'on appelle la protéine. C'est clair? La protéine, comme vous le savez, est formée par plusieurs acides aminés. Ces acides aminés vont être importés par les ribosomes. C'est une lecture, ce qu'on appelle, de ce ARN messager. Clair? Grosso modo, on a, en fonction du nombre d'acides aminés, on a des peptides et des protéines. Dipeptides de acides aminés, tripeptides 3, ça a déjà dit ça. Généralement, ils sont codés par une synthèse enzymatique. Les protéines, on a deux types de protéines, holoprotéines et hétéroprotéines. J'ai déjà expliqué ça. Les holoprotéines sont composées uniquement par des acides aminés, ça veut dire les protéines, mais les hétéroprotéines sont formées par d'autres molécules qui ne sont pas protéiques, comme les glucides, ça veut dire on a des glycoprotéines, lipides, lipoprotéines, acides nucléotiques sont nucléoprotéines. On a déjà dit ça. Résumé, pour aborder le cours, les protéines sont des polymères appelés peptides. Acides aminés se sont liés par des liaisons peptidiques. La majorité des acides aminés sont de série L et le processus biologique s'appelle la traduction, ce qu'on a étudié ici. C'est clair? L'ordre de le séquençage, ça doit être défini par ce qu'on appelle la séquence de l'ADN, qui va être codé une séquence fixe d'ARN messager qui va traduire une séquence fixe d'acides aminés en protéines. S'il y a un changement, il y aura changement d'une protéine, ce n'est pas la même. Ça veut dire qu'il doit aborder un autre rôle ou fonction ou ne pas aborder de fonction. C'est clair? Au niveau de traduction, il va suivre ce qu'on appelle des modifications et les protéines possèdent de nombreux rôles, comme on a déjà dit. Bien, résumé, les protéines peuvent être des holoprotéines, hétéroprotéines, synthétisées au niveau du cytoplasme et le réticulum endoplasmique par assemblage des acides aminés, c'est la traduction de l'ARN, et elle aborde plusieurs fonctions comme reconnaître et défendre, ça veut dire dans le système immunitaire, transport, transformer et informer ce qu'on appelle et signaler. Il y a plusieurs rôles qui abordent ce qu'on appelle les polypeptides ou les protéines. Bien,
Selon la classification, la première, on peut remarquer qu'il existe des protéines globulaires et des protéines fibreuses. Les protéines globulaires, comme caractéristiques, sont des chaînes étroitement enroulées de structures compactes, sphériques ou globulaires. Pour les autres, non, on va terminer par les protéines globulaires, solubles dans le système aqueux, dans l'eau, et diffusent rapidement. Ils possèdent ce qu'on appelle grosso modo du fonction enzymatiques ou ce sont des anticorps. Ça veut dire les protéines globulaires, majoritairement, sont des enzymes ou des anticorps. Les protéines fibreuses, c'est l'inverse, c'est insoluble dans l'eau, allongées, avec des chaînes sous forme de chaînes polypeptidiques étendues. Elles ont un rôle de protection et structure. C'est clair, on va voir ici un résumé des protéines entre les protéines globulaires et les protéines, ce qu'on appelle fibreuses. Les premiers sont majoritairement des enzymes qu'on a déjà parlé, et les autres sont des fibres fibreuses qu'on trouve dans les muscles, ce qu'on appelle, et les cils. Ça veut dire qu'ils vont avoir ce qu'on appelle une fonction motrice. Et c'est le cas de la myosine pour le muscle squelettique. Ça veut dire quoi? Il y a une corrélation entre les caractéristiques spatiales et les fonctions de ce qu'on appelle la protéine. Ici, on va rentrer dans ce qu'on appelle dans la hiérarchie de la structure des protéines. On va aborder, ça veut dire on peut remarquer qu'il y a des structures primaires, des structures secondaires, tertiaires et quaternaires. Ici, c'est très important, il y a une corrélation entre les caractéristiques spatiales et la fonction de la protéine. Bien, l'activité de la protéine est liée à sa structure. Ça, c'est très important. Ce qui dit structure dit ce qu'on appelle la fonction ou l'activité de la fonction. Grosso modo, comme j'ai déjà parlé, il y a la structure primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire. Ici, un tableau qui va résumer ce qu'on appelle, ce que je viens de dire. La structure primaire, c'est seulement l'enchaînement des différents acides aminés par des liaisons peptidiques. Ça veut dire, on a le premier, le deuxième, ça veut dire. La structure secondaire, c'est un enroulement, ce qu'on appelle, de cette chaîne sur une sous forme, ce qu'on appelle géométrique. Clair? La fonction tertiaire, c'est l'enroulement de la structure secondaire sur elle-même. Et la structure quaternaire, c'est l'assemblage des différentes protéines, on va voir, de même nature ou de nature différente, des différences qu'on appelle protéines. Ça veut dire, ici, on a 4 protéines de structure secondaire, tertiaire qui sont assemblées. On va voir ça par détail. Bien, structure protéine, comme j'ai déjà expliqué, c'est l'enchaînement de différents acides aminés. Ici, on parle de résidus. Le résidu, c'est un acide aminé, et par libération, ce qu'on appelle de H2O grâce à la liaison peptidique. C'est clair? Toujours, on a un résidu terminal, N-terminal, et un résidu C-terminal. C'est clair? Ce phénomène, comme j'ai déjà parlé, c'est le phénomène de transcription et traduction que ça se fait au niveau de cellulaire. Ça veut dire, résumé, la structure primaire, c'est seulement l'enchaînement, ce qu'on appelle, des différents acides aminés, et c'est au niveau bidimensionnel. Ça, c'est très important. On va voir qu'il y a d'autres configurations que ça se fait au niveau de 3 dimensions. C'est clair? À retenir que la structure primaire, c'est au niveau de la bidimensionnelle. Clair? Ici. La structure primaire, c'est l'enchaînement, ce qu'on appelle des acides aminés. Cet enchaînement est appelé séquence acide aminé. La remarque, la séquence, contrairement à la composition, prend en compte la notion d'ordre acide aminé, ce que j'ai déjà expliqué. L'ordre de séquençage ou d'attachement, ce qu'on appelle les différents acides aminés, elle est fixe. Un gène va donner une protéine. Si on change la position des différentes, ce qu'on appelle acides aminés, ce n'est pas la même protéine. Parce que ce qu'on appelle, on va voir, il existe un site actif qui va jouer un rôle. Bien. Maintenant, la structure primaire, c'est l'enchaînement des différents acides aminés.
entre eux par des liaisons peptidiques. Ils peuvent exister ce qu'on appelle des ponts sulfures entre les différentes, ce qu'on appelle acides aminés comme les cystéines. Et on peut séquencer ou connaître cet enchaînement grâce à des méthodes de séquençage. Ces méthodes de séquençage qu'on a déjà étudiées au niveau de la séance de polypeptides, comme méthode de Sanger, méthode d'Edman, et ce qu'on appelle densylation, qui aboutissent à avoir une idée claire sur l'enchaînement, ce qu'on appelle des différents acides aminés. Et si vous avez un exemple d'alignement, d'un séquençage, ce qu'on appelle de l'insuline, au niveau de différentes espèces, vous pouvez voir qu'il existe des zones qui se répètent et des zones qui peuvent avoir des différences claires. J'insiste que le séquençage, ça peut être dû grâce aux méthodes d'Edman, ça s'est déjà étudié, je suis en train de répéter. Méthode d'Edman, méthode de Sanger ou densylation aboutissent à connaître ce qu'on appelle l'enchaînement des différents acides aminés. Clair? C'est ce que j'ai déjà expliqué. Ici, je passe directement à la liaison peptidique. La liaison peptidique, il est très important, on doit connaître ce qu'on appelle les différentes contraintes de cette liaison peptidique qui va nous faciliter à comprendre comment ça se fait, la structure, comment on arrive à avoir la structure secondaire et la structure tertiaire. Clair? La liaison peptidique, elle est connue par la rigidité qui conduit à un squelette défini, mais il existe ce qu'on appelle une libre rotation entre les différents plans. Ici, on a le plan A ou le plan B. Entre les différents plans, ce qu'on appelle, il y a une libre rotation. Ici, on a deux types de rotation, la rotation lambda et la rotation Coulomb. C'est clair? Ces différents types de rotation vont permettre ce qu'on appelle d'avoir ce qu'on appelle la structure secondaire. Ça, c'est très important, s'il vous plaît. Bien, ici, pour bien expliquer ça au niveau du plan amide, ça veut dire le plan où se font ce qu'on appelle la liaison peptidique, il y a ce qu'on appelle les distributions des électrons, le nuage électronique. Ce nuage électronique, il est prêt à ce qu'on appelle à faire ce qu'on appelle des liaisons entre autres types d'atomes dans notre plan plasmide, ce qu'on va voir maintenant, c'est clair? Et aboutissent à faire ce qu'on appelle des liaisons hydrogènes qui vont donner ce qu'on appelle une configuration à la protéine. Ici, on passe ce qu'on appelle à des structures tridimensionnelles. Je rappelle que la structure primaire, c'est une structure bidimensionnelle. Et maintenant, les différentes structures tridimensionnelles, ce sont les structures secondaires, tertiaires et quaternaires. Ça, vous devez le savoir. Structure primaire, c'est bidimensionnel. Les autres structures sont au niveau de 3 dimensions. Clair. Notre observation au niveau de la protéine à différents niveaux, on aboutit à remarquer ou à voir que la structure secondaire, c'est un repliement de la chaîne sous forme géométrique simple. Et on a les hélices et les feuillets. On va voir ça. Bien. On a la structure secondaire, tertiaire. Ce sont repliements de la structure secondaire sur elle-même. C'est ce qu'on appelle repliement, va donner ce qu'on appelle la fonctionnalité, ce qu'on appelle de la protéine, vont aboutir à une protéine qui est fonctionnelle. Ça veut dire quoi? Que la structure secondaire et la structure primaire ne sont pas fonctionnelles. Est-ce que c'est clair? Bien. Maintenant, on passe à la structure quaternaire. C'est l'assemblage des protéines de structure tertiaire. Ça veut dire quoi? Les deux derniers sont fonctionnels et les deux premiers ne sont pas fonctionnels. Ça veut dire la structure primaire n'est pas fonctionnelle, secondaire n'est pas fonctionnelle, tertiaire et quaternaire, elles sont fonctionnelles. Clair? Bien. La structure secondaire, c'est un repliement local de la chaîne d'acides aminés.
grâce à ces angles, et on a stabilité de cette forme qui vont être dues à des liaisons hydrogènes entre le groupement amine et carbonyle du squelette. On va voir ça clairement. C'est clair? Ici, la structure secondaire, on a nos nombres limités, les hélices alpha et les feuillets bêta. La structure secondaire correspond à l'arrangement spatial au niveau de l'espace, ça veut dire tridimensionnel, et on a l'hélice alpha, feuillet bêta, et on a d'autres structures qu'on appelle superstructures, qu'on va expliquer clairement. L'hélice alpha, c'est quoi? Elle est basée sur une classification ancienne. C'est quoi? C'est quasiment toujours l'hélice, ça se fait au niveau à droite. À droite, ça veut dire comme ça. Ça se fait à droite. C'est clair? Ici, on va observer que le résidu 1, I ici, I, il va avoir des liaisons avec le résidu I plus 4. Ça veut dire l'acide aminé 1 va réagir avec l'acide aminé 5 en formant ce qu'on appelle des liaisons hydrogènes qui vont maintenir ce qu'on appelle cette structure. Et les liaisons hydrogènes, ça se fait entre le groupement oxygène de carbonyle et ce qu'on appelle le groupement H, ce qu'on appelle de N, la liaison au niveau du groupement NH. Cette liaison va ce qu'on appelle stabiliser ce qu'on appelle cette configuration qui est l'hélice alpha. C'est clair? Sa structure, hélice alpha à droite, parce que l'enroulement, ça se fait à droite, c'est pas à gauche. C'est clair? L'hélice alpha, comme je viens d'expliquer maintenant, liaison entre l'oxygène et l'atome hydrogène NH. Liaison, ça se fait entre le résidu I et le résidu I plus 4. Ça veut dire quoi, I et I plus 4? Comme j'ai expliqué, I, ça veut dire groupe acide aminé, plus 4 autres acides aminés. Cette réaction ou cette liaison, ça va être entre acide aminé 1 et acide aminé 5. C'est I plus 4, simplement. Les radicaux à l'extérieur minimisent l'encombrement stérique. Ça veut dire quoi? Les radicaux R sont à l'extérieur, ne sont pas à l'intérieur. Ça veut dire qu'ils ne vont pas intervenir ce qu'on appelle au niveau des réactions. Ça veut dire l'encombrement stérique à l'intérieur de l'hélice, ça va être faible parce que les radicaux sont à l'extérieur, qui va maintenir ce qu'on appelle cette forme. C'est clair? L'hélice est formée par des acides aminés L ou D et la configuration, comme j'ai déjà parlé, l'enroulement, ça se fait à droite. Les plans des liaisons peptidiques sont parallèles à l'axe. Ici, vous avez ce qu'on appelle l'axe, ça c'est l'axe ce qu'on appelle, et vous avez les liaisons peptidiques qui sont parallèles, les liaisons hydrogènes qui sont parallèles, ce qu'on appelle à l'axe. C'est clair? Ici, ça donne une idée très claire. Vous avez l'axe de l'hélice, ce qu'on appelle, les liaisons hydrogènes sont parallèles, et ici, vous avez ce qu'on appelle l'acide aminé I, qui va réagir avec l'acide aminé I plus 4, avec des liaisons hydrogènes. Est-ce que c'est clair? Je pense que si. Ici, c'est une diapositive qui résume un petit peu ce qu'on appelle ces différentes liaisons. Vous avez les liaisons hydrogènes, ça se fait entre l'oxygène de CO et l'hydrogène de NH. C'est clair? Et ici, vous avez ce qu'on appelle la structure primaire et les ponts d'hydrogène, aux liaisons d'hydrogène, ça se fait entre I et I plus 4. C'est I, ça I, 1, 2, 3, 4. Et on a les ponts d'hydrogène ou les liaisons hydrogènes qui vont stabiliser ce qu'on appelle la forme hélice de la protéine. C'est clair? Ici, on va voir ce qu'on appelle des résidus qui vont affecter ce qu'on appelle cette liaison,
qui vont déstabiliser ce qu'on appelle cette liaison, comme les acides aminés, acide aspartique, glutamique, arginine et lysine. On a la proline, hein, elle va réagir aussi au niveau de cette liaison, structure alpha. Hein, c'est un point de rupture. Hein, on va voir. Si ici, on a la chaîne formée par valine, cystine, glycine, on va changer la glycine par la proline. Ici, c'est un point de rupture, hein, parce qu'il n'y a pas de liaison. Ça veut dire, c'est un boucle qu'on va expliquer clairement. Ici, je vous donne ce qu'on appelle des exemples de protéines qui sont riches en hélice alpha. Vous avez la leucine, zipper, myoglobine et ce qu'on appelle la collagène. Hein, collagène. Maintenant, on passe ce qu'on appelle à feuillet bêta. Hein. Maintenant, feuillet alpha, c'est clair, c'est l'enroulement, ce qu'on appelle dans une forme géométrique, il y a ce qu'on appelle des liaisons hydrogènes qui vont être faites entre résidu 1 et résidu I plus 4 pour maintenir ce qu'on appelle cette forme. C'est le pont hydrogène ou la liaison hydrogène. C'est clair? Le feuillet bêta, les liaisons hydrogènes des atomes CO et hydrogène des liaisons peptidiques vont se répéter sur une portion, ce qu'on appelle répétitive. Vous avez ce qu'on appelle structure qui est plat, étiré, étalé, sous forme de feuillet. Et on a deux sens. Je vais tenter d'expliquer. Si les sens sont ce qu'on appelle identiques, on parle de feuillets parallèles. S'ils sont antiparallèles, ça veut dire sont contraires, c'est antiparallèle. Ici, vous avez quoi? La première chaîne et la deuxième chaîne. Ici, vous avez deux sens parallèles. Entre ces deux chaînes, il va y avoir ce qu'on appelle des liaisons. Hein, c'est clair? Vous avez une chaîne, la deuxième, troisième, quatrième. Et entre ces chaînes, on a ce qu'on appelle des liaisons. Ça, c'est ce qu'on appelle la structure feuillet. C'est clair? Feuillet. On va voir ici, c'est un résumé. Vous avez cette structure. Ici, par exemple, vous avez l'hélice, la forme hélice, et ici, vous avez la forme bêta. Vous avez la première chaîne et la deuxième chaîne, hein, de la même protéine. Et ici, vous avez les réactions entre ce qu'on appelle les deux chaînes, formation de liaison, hein, qui va maintenir cette configuration. On a la première configuration, c'est l'hélice, et on a la deuxième configuration, c'est le feuillet bêta. Ici, maintenant, on va parler. Est-ce que ces deux feuillets ou deux bras sont de même sens ou de sens différents? Ici, le même sens, on a bras parallèles. Ici, le sens contraire, on a des bras anti-parallèles. C'est clair? Ici, vous avez le premier feuillet, ce qu'on appelle bras. Ici, vous avez le deuxième bras. Et ici, vous avez ce qu'on appelle les interactions ou les liaisons hydrogènes qui vont se faire entre l'oxygène et l'hydrogène. C'est clair? Feuillet bêta parallèle, pour mieux ce qu'on appelle expliquer, c'est l'arrangement parallèle des liaisons d'hydrogène. Les liaisons d'hydrogène ne sont pas parallèles, ne sont pas perpendiculaires à l'axe. On va voir ici le contraire, que des liaisons qui sont perpendiculaires à l'axe au niveau de feuillets antiparallèles. C'est clair? Et ça, c'est un exemple. Les liaisons ici ne sont pas perpendiculaires pour le feuillet bêta qui est formé par 4 bras. Et ici, vous avez les feuillets bêta antiparallèles, hein, où vous trouvez que les liaisons sont perpendiculaires au sens, ce qu'on appelle des bras. C'est clair? Ici, c'est clair. Maintenant, hein, vous avez le bras et c'est perpendiculaire, ce qu'on appelle. Ici, vous avez, je m'excuse s'il vous plaît, je vais faire une chose. De retour, ici vous avez ce qu'on appelle un schéma qui explique un petit peu la différence entre les deux types de bêta, antiparallèle et parallèle. Et ici vous avez, c'est clair, la différence entre les deux. Ici c'est un
exemplaire, ce qu'on appelle, hein, et ici, vous avez d'autres types de feuillets bêta, où on va trouver ce qu'on appelle le tourneau bêta. C'est quoi le tourneau bêta? C'est le lieu où ils vont changer ce qu'on appelle, c'est quoi le coude? C'est certaines régions au niveau des protéines, hein, on appelle coude de retour, comme ici. Hein, il n'y a pas de liaison entre les deux, ce qu'on appelle, et il va s'enrouler, hein, pour, hein, ne pas avoir le bras. Le bras va s'enrouler sur lui-même. C'est ce qu'on trouve ici. Bien. Ce segment, il peut être formé de 2 à 3 résidus. Cette configuration, certainement, elle est due à la proline, ici. Ça veut dire, hein, on va avoir, hein, ce qu'on appelle un enroulement, hein, des bras, ce qu'on appelle. Ici, c'est un peu clair. Certaines régions protéiques ne sont pas structurées, comme les lisses, qu'on appelle des random coils. Ici, on a l'idée, c'est ça. Vous avez la bras, au niveau d'un certain moment, on a un enroulement, hein, pour continuer. Et ici, vous avez ce qu'on appelle, hein, les différents feuillets plus bêta, alpha, et le lieu où il va avoir ce qu'on appelle l'enroulement. C'est clair? Ici, un peu, ça résume un petit peu ce qui se passe. Hein, vous avez la feuillet bêta, l'hélice alpha, et au moment d'ici de l'enroulement, hein, on a enroulement du bras. Bien, maintenant on va passer ce qu'on appelle à la structure tertiaire. On a déjà dit la structure tertiaire, c'est un enroulement, ce qu'on appelle de la structure secondaire sur elle-même. Il va donner ce qu'on appelle une forme globale qui est spécifique. Cette forme spécifique va donner ce qu'on appelle la fonctionnalité de la protéine, et ces formes, elle est stabilisée par différentes liaisons, comme des liaisons covalentes, ioniques, interaction électrostatique, attraction des hydrophobes de différents radicales. On va voir ça. Bien, qu'est-ce que j'ai dit? Enroulement de la chaîne polypeptidique dans l'espace sur elle-même, la perte de la structure tertiaire aboutit directement à la perte de la fonctionnalité ou la fonction de la protéine. C'est clair? Si les différentes liaisons qui vont maintenir ce qu'on appelle cette configuration tertiaire de la protéine sont dues des liaisons covalentes comme les pansulfures, liaisons ioniques, on va voir ça, des schémas, interaction électrostatique, attraction hydrophobe et attraction entre les résidus. Ici, c'est la même chose, seulement je suis en train mais je vais vous présenter ce qu'on appelle ces différentes liaisons qui vont maintenir ce qu'on appelle la configuration de la structure tertiaire. Hein, c'est ce qu'on appelle liaison hydrogène, interaction des hydrophobes, pansulfure, et ce qu'on appelle pansaline. Hein, c'est en fonction du milieu. Ici, ça résume un petit peu les différentes, hein, liaisons qui vont maintenir cette configuration et qui donne ce qu'on appelle une fonctionnalité au niveau de la protéine. C'est clair? La même chose, j'ai présenté ça parce que c'est très important, les différentes liaisons au niveau de la structure tertiaire qui vont aboutir à cette configuration. C'est clair? Ça, c'est un exemple de liaison hydrophobe entre les groupements. Ici, vous avez les liaisons ioniques, attraction s'ils sont de charges différentes, et répulsion s'ils sont de même charge. Plus, moins, ça sépare. Et ici, les deux charges différentes vont faire une attraction. Liaisons covalentes, comme les ponts sulfures, on a déjà expliqué ça. Et vous avez ce qu'on appelle les ponts intra-chaîne et inter-chaîne. Intra-chaîne, ça veut dire au niveau de la même chaîne et interchaîne entre des chaînes qui sont différentes. C'est clair?
Maintenant, on passe à la structure quaternaire. C'est un assemblage assemblage protéique. Ça veut dire qu'on a un assemblage des différentes protéines de structure tertiaire. Ça veut dire différentes protéines de structure tertiaire vont s'assembler pour former ce qu'on appelle une grande protéine de structure quaternaire. Ils peuvent être de même nature ou de nature différente, c'est clair. Sans oublier que la structure tertiaire elle est fonctionnelle et un groupement de structures, de protéines de structure tertiaire va donner ce qu'on appelle un ensemble de structures qui est fonctionnel même. Bien, protéines constituées de plusieurs chaînes associées, des liaisons de faible énergie. L'assemblage, ça veut dire une complémentarité et ce qu'on appelle l'unité et le monomère. Ça veut dire la protéine, il peut être de même nature ou de nature différente. Ici, vous avez ce qu'on appelle les unités peuvent être de 2 ou 4. Les monomères ont une activité fonctionnelle, ça veut dire l'assemblage va avoir une activité fonctionnelle. Ici, comme cas de l'hémoglobine, on a la protéine, elle est formée par 4 unités. 4 protéines qui sont de structure tertiaire, qui sont fonctionnelles, ils sont liés, ce qu'on appelle, par des liaisons. Je vais passer directement, ça donne une idée de ce qu'on appelle sur l'hémoglobine, à quelle forme il va accepter ce qu'on appelle la molécule d'oxygène ou non, la forme tendue et la forme relâchée. Je passe rapidement. Ici, ce sont des explications de l'hémoglobine. Et ici, je dois présenter cette slide qui montre les 4 groupements qui sont liés par des groupements M pour unir les différentes structures tertiaires afin de donner la structure quaternaire qui est active. Comme résumé, structure primaire ont un enchaînement, ce qu'on appelle des acides aminés. Structure secondaire, c'est un enroulement au niveau géométrique. Ils peuvent être la forme hélice, alpha, ou feuillet qui est bêta. L'enroulement de la structure secondaire sur elle-même va donner ce qu'on appelle la structure tertiaire. Ici, on passe de bidimension à 3 dimensions, et ici, on passe de non-fonctionnalité à fonctionnalité. C'est clair? La structure tertiaire, c'est l'enroulement de la structure secondaire sur elle-même, et cette structure, elle est maintenue par différentes liaisons. On a des liaisons hydrophobes, liaisons hydrogènes, liaisons ioniques et liaisons covalentes qui vont maintenir ce qu'on appelle cette structure. Et ce qu'on appelle l'assemblage des différentes structures secondaires dans ce qu'on appelle structure quaternaire. C'est clair? Ici, c'est la même chose. Je vais donner cette slide pour résumer ce qu'on appelle, ce qu'on vient de donner. Vous avez la structure primaire, c'est l'enchaînement de différents acides aminés qui est contrôlé par une fonction enzymatique, je ne vais pas la répéter. Vous avez la structure secondaire, c'est l'enroulement dans au niveau géométrique. Ils peuvent être comme ça ou en forme de bêta. Et ici, la fonction tertiaire, c'est l'enroulement sur elle-même. Ici, structure primaire bidimensionnelle, au niveau bidimensionnel. Ici, c'est 3 dimensions, au niveau 3 dimensions. Les deux sont non fonctionnels, et tertiaire et quaternaire est fonctionnel. Et la fonctionnabilité, ce qu'on appelle de la fonction tertiaire, de la structure tertiaire de la protéine, elle est due, ce qu'on appelle, aux différentes liaisons qui maintiennent cette structure. C'est clair? Ici, je vous ai donné ce qu'on appelle cette slide pour donner une idée sur l'hémoglobine, sur au niveau du sang, et la collagène qui se présente au niveau de la peau, qui donne ce qu'on appelle l'élasticité, ce qu'on appelle du peau. C'est clair? Élément majeur que vous devez retenir, connaître les différents niveaux de structuration de la protéine,
primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire. De quoi elle est formée, les structures quaternaires, les ponts sulfures, liaisons hydrogène ionique. Ça, vous devez le comprendre. Connaître la différence entre les listes alpha et feuillet bêta, et connaître comment on arrive au séquençage de la structure primaire. J'ai déjà parlé, ce sont les méthodes qu'on a déjà étudiées au niveau des polypeptides. Ce sont les méthodes de Singer, d'Edman et d'Ancylation. C'est clair? Maintenant, je vais donner un petit résumé au niveau des protéines pour approcher les idées. L'idée, comment on va réagir, ce qu'on appelle, quelles sont les propriétés physico-chimiques de la protéine. On a dit, les protéines sont des molécules actives. Chaque protéine va accomplir ce qu'on appelle une fonction grâce à l'enchaînement des différents acides aminés. Si on a un changement au niveau des différents acides aminés, on va perdre ce qu'on appelle cette fonctionnalité et on peut avoir une autre protéine qui n'a rien à voir avec la première. Les propriétés physico-chimiques, ça veut dire taille, solubilité, charge, affinité, liaison spécifique, grâce à ce qu'on appelle, vont jouer un rôle très important dans la purification des protéines. Propriétés électriques. Chaque protéine est porteuse de charge électrique qui provient des différents acides aminés qui les constituent. On a le caractère amphotère comme l'acide aminé, et ça veut dire la charge va dépendre de ce qu'on appelle du pH. Pour l'acide aminé, c'est facile, mais pour la protéine, on sait, ou le polypeptide, c'est en fonction de l'ensemble des résidus, ce qu'on appelle, ou de chaîne latérale qu'on a, avec une fonction amine terminale et une fonction carboxylique terminale. Ça va jouer un rôle très important dans la mobilité électrophorétique. Ça veut dire quoi? Qu'on estime le pH isoélectrique, ça veut dire on peut avoir une idée sur la charge, ce qu'on appelle de cette protéine, au niveau du tampon de l'électrophorèse. Et comme ça va jouer un rôle très important dans la mobilité de cette protéine. C'est clair? Caractère amphotère, ça veut dire qu'il va jouer le rôle acide ou base en fonction du pH isoélectrique de toute la protéine et en fonction de ce qu'on appelle du pH de milieu. Il doit se comporter de cette façon. On a les groupements carboxyliques aminaux et carboxyliques terminaux, et on a les différents groupes, comme je viens de dire. Ça veut dire, au niveau de la protéine, ça va, la fonction amine terminale va intervenir, la fonction carboxylique terminale va intervenir, et les différents groupements vont intervenir pour donner ce qu'on appelle les caractéristiques. Ça veut dire, au milieu acide, comme en acide aminé, la protéine aura une charge positive. Pourquoi? Parce qu'il va fixer le groupement l'hydrogène. Au milieu basique, c'est l'inverse. Il va libérer ce qu'on appelle, et va aboutir en fonction de ce qu'on appelle la charge qui est négative. C'est clair? Ça, c'est le caractère amphotère, ce qu'on appelle de la protéine, qui provient, ce qu'on appelle, du caractère des acides aminés qui forment la protéine. Et il existe une valeur de pH pour laquelle la charge nette, elle est nulle, c'est le pH isoélectrique. Ça veut dire, on a gauche et on a droite, la charge va changer. Ici, dans une protéine, nombre de groupements acides, si le pH il est inférieur à 7. Et on a un grand nombre de groupements basiques, ça veut dire lorsque le pH il est supérieur à 7. C'est la même chose. Le pH peut être estimé expérimentalement par l'isoélectrofocalisation, ce qu'on a étudié au niveau des acides aminés. Ça veut dire qu'on a un gradient de pH dans un gel. Et on peut, ce qu'on appelle
mettre ce qu'on appelle les différentes protéines, et lors d'un champ électrique, chaque protéine va se positionner dans le pH qui est proche à son pH isoélectrique. C'est clair? Ici, je vais donner ce qu'on appelle, ici, on a un gradient de pH, c'est-à-dire de plus petit vers le plus grand. On administre ce qu'on appelle les différentes protéines et un champ électrique, et chaque protéine va se déplacer dans un pH qui est proche de son point isoélectrique ou pH isoélectrique. Maintenant, on va passer à la mobilité électrophorétique. L'électrophorèse, c'est quoi? On a un champ positif, un pôle positif et un pôle négatif. Et on a aussi ce qu'on appelle un tampon. Et on a des protéines, suivant leur charge électrique, vont se déplacer vers le pôle positif ou le pôle négatif. Mais l'électrophorèse des protéines, pour les séparer, on va faire ce qu'on appelle, on va tenter que toutes les protéines vont avoir une charge négative. Ça veut dire qu'on va ajouter un composé au niveau des protéines qui vont leur donner une charge négative. Et comme ça, toutes les protéines vont migrer vers le pôle positif. Mais cette fois-ci, la séparation entre les différentes protéines, ça va être en fonction de leur poids moléculaire. C'est clair? Ici, on a ce qu'on appelle la première étape, c'est le dépôt de l'échantillonnage, la migration des protéines, et à la fin, on a la révélation pour détecter ce qu'on appelle les différentes bandes des protéines. C'est clair? Ici, moi, cette partie seulement, c'est pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire. C'est le SDS page. On va voir ça. Ça, c'est le produit qu'on va ajouter à différentes protéines. Il va donner ce qu'on appelle il va dénaturer les protéines et leur donner ce qu'on appelle une charge négative. C'est ce qu'on appelle le gel, le gel qui est formé par de polyacrylamide. En premier lieu, à une température donnée, il est liquide, mais il va devenir solide. La densité des polyacrylamides va jouer un rôle dans la rigidité, ce qu'on appelle du gel. C'est-à-dire le gel va avoir des pores. Des pores en fonction de sa densité. On va déposer ce qu'on appelle ici, des protéines qui sont dénaturées grâce au SDS, qui ont tous la charge négative, et on va faire ce qu'on appelle le courant, et les protéines. Ici, si vous avez la mélange de différentes tailles, et les tailles les plus petites vont migrer le plus vite. Et comme ça, on a séparation en fonction de leur poids moléculaire des différentes protéines. Ici, vous avez des différentes bandes. On doit s'arrêter à un moment donné pourquoi? Pour que les protéines de petite taille ne peuvent pas sortir du gel. On va prendre ce gel et on va le révéler et on va avoir ce qu'on appelle des différentes bandes. Et les bandes, ici, vont avoir une relation entre la taille et l'emplacement, ce qu'on appelle des différentes bandes. Ici, vous avez les bandes les plus petites, et ici, vous avez les bandes, les protéines les plus de poids moléculaire haut, qui n'ont pas pu se déplacer au niveau d'un même courant électrique. Et on va passer ce qu'on appelle au niveau de révélation pour avoir les différentes protéines qu'on a et de différentes tailles. Ça, c'est une première méthode de séparation ou pour avoir une idée sur le profil protéique que vous avez dans un milieu donné ou dans un échantillon donné. Et ici, vous avez l'immunoprint, ça veut dire on a, en plus de la séparation qu'on a ici des différentes protéines, on va tenter de faire passer ces différentes protéines qu'on a ici à une membrane, ça veut dire ici le passage
des protéines du gel vers la membrane. Au niveau de cette membrane, on va ajouter ce qu'on appelle des anticorps, des différents anticorps, ou un seul anticorps si on est en train de chercher une protéine bien définie. Et ici, on va laver et on va détecter ce qu'on appelle si on a présence ou absence de cette protéine qui doit être reconnue par l'anticorps qu'on a ajouté. Ça, c'est pour rafraîchir un peu la mémoire, hein, c'est pas bien. Et ici, on a ce qu'on appelle l'électrophorèse bidimensionnelle. Ici, c'est un électrophorèse unidimensionnel, et ici, c'est un électrophorèse bidimensionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va faire deux types de séparation. La première séparation, c'est au niveau de la relation isoélectrique, c'est comme ça. Hein, ça veut dire on va séparer en fonction de points isoélectriques et à la fin, on va ajouter à ce gel de SDS pour dénaturer ce qu'on appelle les protéines qui sont séparées en premier lieu en fonction de la charge isoélectrique et on va tenter de faire un autre courant pour séparer ces différentes, ce qu'on appelle protéines. Ça veut dire ici, la séparation, ça se fait à deux niveaux. C'est la raison pour laquelle on appelle électrophorèse bidimensionnelle. C'est clair? Et merci pour votre attention. Je vais tenter d'arrêter